Salut, c'est Julia Layani et vous écoutez mon podcast Conversation avant la fin du monde. Ça ressemble un peu à la fin du monde ou quoi en ce moment? Dans le doute, j'ai décidé d'inviter toutes les 2 semaines des gens que je trouve trop stylés pour leur demander ce qu'ils font sur cette planète. Et surtout comment ils le font. Parce que depuis que j'ai eu 30 ans, c'est-à-dire il y a 2 secondes, je me demande tous les jours ce que je vais faire de ma vie. Donc si toi aussi t'es en quête, pose-toi, détends-toi, écoute ce podcast, tu vas pas le regretter. Bonne écoute. Franchement, on est très bien assis, c'est top. Hein. C'est même cette matière qui est un peu velours, je dirais. Velours, regarde les chaussures. Elles vont avec le lit canapé, rosé, le ouais. canapé. C'est Excellent. vrai qu'il y a des gens qui vont voir, mais il y a beaucoup de gens surtout qui vont écouter. Je pense que oui, plus vont écouter Donc que vont il faut voir. faire de l'autodescription. Absolument, c'est très important. De l'audio. Mais qu'est-ce que je dis? Est-ce que vous reconnaissez tous cette voix-là qu'on est en train d'entendre? J'ai envie de dire, Igor Gottesman, merci mon pote, mon frère, d'avoir accepté quand même de venir, parce que t'étais un peu sceptique, parce qu'en fait on va pas mentir trop aux gens, on est quand même potes dans la vie. Un peu réticent, un peu gêné, tu vois, de dire qu'est-ce que je vais raconter de Bien si sûr. extraordinaire que les gens vont écouter, je sais pas, tu vois. Toujours un peu gênant, tu sais, quand t'es pote, que tu filmes, que tu enregistres, etc. Mais je sens qu'on a cette relation-là où on peut être quand même très naturel au micro. Moi, je peux être détendu. Ça chill. Après, ça va se, tu vois, ça va se détendre petit à petit. Là, je Bien croise sûr. mes jambes, le Tu peux. coussin. T'es très beau gosse en tout cas aujourd'hui, hein. Je tiens à Merci te le dire. beaucoup. Écoute, franchement, j'ai fait un petit effort. Ouais. Pas pour ceux qui écoutent, du coup. Ils peuvent pas en Bien sûr, profiter, mais ceux tout à qui fait. voient. Ceux qui regardent. Ton actualité, évidemment, c'est que tu sors Fiasco, ta Mhm. nouvelle série. Totalement. Je sens qu'elle va être iconique. Écoute, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, ni te dire que c'est vrai. Je suis très content. On a bien bossé avec une bande que je connais, Pierre Ninet, François Civil, Géraldine Nakache qui s'est rajoutée, qui est venue nous rejoindre, Pascal Demolon qui était déjà dans Five, Louise Coldefi qui était dans Five et dans Family Business. On est super contents. On a collaboré sur ce projet avec Pierre étroitement. On a écrit ensemble. Voilà. Moi, j'ai vu les 3 premiers épisodes. Tu les as vus il y a longtemps. Effectivement, je les ai vus il y a longtemps, avant le montage définitif, à la fin de la séance, donc des 3 épisodes. T'as demandé, vous pensez qu'on est à combien de pourcents du montage? Et moi, mais en amitié et en novice aussi, parce que je bosse pas dans le ciné, et tu vois, j'ai dit genre, bah, vous devez être à 70%. Bon, c'était un peu mal passé Non, cette ce qui est drôle, c'est que t'as rajouté 10%. T'as dit 60%. Ouais, c'est vrai. Donc moi, je suis en fébrilité max pour vous remettre le contexte. Je suis en full fébrilité. Je monte 3 premiers épisodes de ma nouvelle série. Donc quand on monte des montages, il n'y a pas le son, il n'y a pas les bonnes musiques, on n'entend pas toujours bien les paroles. Enfin, il y a plein de trucs qui sont un peu fragiles. Et moi, je les teste toujours. Tout ce que je fais des projections tests pour voir où est-ce que ça rit, où est-ce que ça rit pas, si les gens ont compris, si je sens que les gens s'ennuient, si je sens qu'un truc est pas clair. Et après, effectivement, je fais un petit question-réponse avec les gens qui sont là, qui sont souvent des gens proches ou des proches de proches. J'essaie de faire venir des gens de confiance. Et j'ai fait venir effectivement une fois Julia. Vous voyez ça, vous vous dites à combien de pourcents il est de travail? Et tu m'as dit 60%. Alors que moi, honnêtement, je pensais pas être à 95. Tellement désolée, Mais putain. je pensais être peut-être à 75, je dirais. Ouais, je te capte. Et franchement, ça a foutu une petite angoisse dans la salle, mais bon. Non, pas une Rigolade. angoisse, mais c'est vrai que moi, après coup, je me suis dit, waouh, ok, si je suis... Après, c'est toujours pareil, le premier épisode était plus abouti que le 2 et le 3. Bien sûr. Donc possiblement, tu me dis 60% sur le 3, Ouais. je te dis pourquoi pas, mais sur le premier, j'étais clairement à plus à ce moment. Ouais. Et franchement, même si voilà, le montage était à 95%, Non, il c'était était déjà pas- incroyable. Merci Franchement, beaucoup. ça va être super drôle, carrément. À 2 fois su, ouais, ça fait beaucoup, mais j'aime bien. Non, ça va être... Je crois que c'est super drôle, c'est assez nouveau, parce que c'est quand même un faux documentaire, en tout cas la forme, c'est un mockumentary sur un plateau de tournage, mais ce qui était important pour moi, et avec Pierre on s'en est beaucoup parlé, que ce soit pas un truc pour les insiders du cinéma. C'est pas ça qui est intéressant. Ouais. Un plateau de tournage, c'est un endroit où des gens qui n'ont pas forcément toujours envie d'être ensemble sont réunis. Ouais, carrément. Il y a le workplace comedy qui était The Office. En fait, ce qui était intéressant, c'était qu'on mettait des gens à un endroit et qu'au final, souvent, quand on met des gens au même endroit pendant longtemps, ils deviennent une famille. Et c'est ce dont moi j'ai toujours parlé dans ce que j'ai fait. Quand j'ai fait Five, c'était la famille qu'on se choisit. Quand j'ai fait Family Business, c'était la famille dont tu hérites, dont tu es un peu prisonnière parfois. Et là, c'est une autre sorte de famille. On parle de famille du cinéma. Il y a une espèce de côté un peu colonie de vacances, mais où du coup, ça s'embrouille, ça s'aime, ça se déteste, ça se fait des crasses, ça se venge. C'est ça qui est intéressant dans le truc. Donc, ça prend place sur un plateau de tournage, mais l'idée pour nous, c'était de faire un truc universel. Et on part de Raphaël, qui est le réalisateur du film dans la série, qui est un mec, fils d'agriculteur, qui n'a pas connu ses parents, mais qui a grandi dans une famille, dans une ferme, et où effectivement, quand il dit qu'il va monter à Paris faire du cinéma, les gens ne l'accueillent pas avec
avec beaucoup d'enthousiasme. Il est un peu saqué par sa famille, un peu rabaissé tout le temps. Et du coup, il n'a pas vraiment les codes, il est trop fragile, il n'est pas vraiment fait pour ce métier. Et donc, du coup, ça va dérailler à cause de lui, mais aussi à cause d'une personne mal intentionnée de l'équipe qui est en train de phagocyter le tournage de l'intérieur. Et donc, pendant toute la saison, il n'y en aura qu'une saison, donc je dis la première saison, mais c'est une mini-série. Okay. C'est une mini-série, ouais. On a bouclé le truc. Ouais. Théoriquement, il n'y aura pas de suite. Pendant toute la saison, tu suis l'aventure de Raphaël et de son équipe proche, donc Géraldine Nakache qui est sa première assistante, Pascal Demolon, très drôle Géraldine, qui est son producteur, François Civil qui est son meilleur ami relou qui veut être acteur et qui le tanne. Donc et Louise Coldefi qui est la maquilleuse qui pue de la gueule et tout ça. Donc on suit les aventures de tout ça. Et en même temps, on essaye de faire le film et en même temps, on essaie de trouver qui est la personne qui est en train d'essayer de nous ken de l'intérieur. Ok, donc il y a une enquête. Exactement. Et ça, c'est une série que je crois que vous avez eu l'idée il y a une dizaine d'années avec Pierre Ninet. J'ai eu cette idée de mon côté, j'en ai parlé à Pierre, et au même moment, lui m'a parlé de casting. Okay. Il m'a dit « Ah, c'est drôle, t'as envie de faire un truc sur un plateau de tournage ?» Moi, j'écris en ce moment un truc sur l'univers des castings, et ça a été notre rencontre artistique. Et donc, effectivement, casting, c'était beaucoup plus abordable pour nous, dans le sens où c'était des formats courts, 2 minutes, plus facile à sortir de nous avec l'expérience qu'on avait à l'époque. Et puis, effectivement, pendant le confinement, moi, j'étais en montage de la saison 2 de Family Business. J'ai cogité et j'ai rappelé Netflix et Pierre. J'ai dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un truc de ce truc-là qu'on a voulu faire il y a longtemps ? Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, du coup, c'est ressorti. Vous n'en parliez pas de manière... non, ça fait pas 12 ans qu'on en parle non-stop. Voilà, okay. On s'en est parlé à l'époque. Ouais. On a essayé d'écrire à l'époque et même François est venu écrire avec nous des versions dont il reste plus grand-chose, voire plus rien aujourd'hui, mais des versions de 2010. Et ensuite, pendant le confinement, j'ai dit je crois que j'ai envie de relancer ce truc-là. Et j'en ai reparlé à Pierre et à Netflix et on est reparti là-dessus. Donc ça parle d'un plateau de cinéma. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, parce que j'ai remarqué que tu racontes pas vraiment ta life, t'as pas trop fait d'interviews un peu fleuve sur ta carrière, sur toi, alors que je trouve que ton profil, moi je te connais dans la vie et je trouve que ton expérience et ta vie est hyper intéressante d'un point de vue même de carrière ciné. Et j'ai envie de rentrer dans le détail en fait de ta carrière ciné. Avec grand plaisir, rentrons dans le détail. Et en toi, en fait, dans ta vie même. Si c'est une interview fleuve, j'ai juste peur que les gens finissent par se noyer, mais bon. Excellent. Merci beaucoup. Un jeu de mots, voilà, non, mais public, c'est bien, on va faire rigole. des jeux de mots dans ce podcast, c'est certain. Comment tu te présenterais ? Salut. Ça va ? Comment je me présenterais ? Déjà, moi, je m'appelle Igor Gottesman, j'ai 38 ans et j'ai fait mon premier film il y a 10 ans. Okay. Mon premier long métrage, quasiment. J'étais dans le process il y a 10 ans. Il a été tourné il y a 8. Il est sorti il y a 7. J'ai même plus compté. Non, il est sorti il y a 8 ans. Ouais. Le 30 avril 2016. J'avais fait avant ça un court-métrage. Voilà, on peut repartir de là où comment j'ai commencé, quoi. Non, mais déjà, tu t'appelles Igor Gottesman. Est-ce que tu as un deuxième prénom ? Je m'appelle Raphaël. Excellent. Raphaël, on adore. On aime pas mal, ouais. Très bien. Pourquoi Raphaël ? Et c'est une bonne question. Ok. Faudrait que je demande à mes parents. Moi, pour la petite histoire, je devais m'appeler Vadim. Oh. Mais en fait, chez les Juifs, apparemment, ça ne se fait pas d'appeler un enfant trop proche ou comme le grand-père tant que le grand-père est en vie. Donc du coup, comme moi, mon grand-père s'appelait Vladimir et que son pseudo, son petit nom, c'était Vadik. Ok. Et que moi, il voulait m'appeler Vadim. En gros, il a mis un veto et je me suis retrouvé avec Igor. Quel rapport et en Igor, vrai, pourquoi ? Parce que c'est tous des prénoms russes. Mon grand frère s'appelle Sacha, ma petite sœur s'appelle Tania, moi Igor, donc on a tous des prénoms russes. Bien sûr. Parce que mon grand-père était russe, sa mère a quitté la Russie pour venir en France quand l'antisémitisme a commencé à monter fort là-bas. Et du coup, il est venu en France à ce moment-là. Et il a été déporté de France à Auschwitz et il est revenu, et sa mère aussi. Mon arrière-grand-mère et mon grand-père ont été déportés. Et les deux sont revenus et j'ai connu les deux. Waouh. Ouais. D'accord. Et tu t'as un peu discuté avec... Carrément discuté. Mon arrière-grand-mère, non. J'étais trop petit, je n'ai pas trop discuté avec elle, mais j'ai quand même des souvenirs. Je pense que quand elle est morte, je devais avoir quand même pas loin de 10 ans, donc je l'ai vraiment connue. Et mon grand-père, il n'aimait pas prendre le temps d'en parler. Enfin, j'ai rarement pu lui dire, viens, on se voit et on parle de ça. Ok, d'accord. C'était genre, de temps en temps, il balançait un truc, il te racontait une anecdote. On en a quand même pas mal. Okay. On en a quand même pas mal. Et ça, c'est du côté de ton père ? Côté de ma mère. Ça, c'est le père de ma mère. Okay. Et du côté de ton père, ils sont de quelle origine ? Polonais, tous. Je comprends jamais vraiment, mais ma grand-mère paternelle est strasbourgeoise, mais avant, elle devait... Enfin, j'ai jamais vraiment bien saisi le côté de l'autre côté. Mon grand-père paternel est arrivé, il avait 19 ans, il est arrivé de Pologne, et lui est devenu tailleur. Et il avait rue Hamelot un gros truc qui s'appelait Bermax, qui était un truc de costume sur mesure, qui aujourd'hui est un truc de tatouage qui s'appelle, je ne sais pas comment. Ok, rue Hamelot. 161 rue Hamelot.
Et il y a un rapport aussi à la Shoah de ce côté-là ou... Fatalement, moi, j'ai vu les papiers, les faux papiers de mon grand-père paternel, du coup, lui s'appelait Brecht à la base, il s'appelle Bernard, avec un autre nom, fils de Marie Jambon. Il mettait des blazes très français, genre en undercover. Et mon grand-père paternel a été pris par la Gestapo, tabassé, mais pas rentré dans la voiture, pas de place, on t'aura la prochaine fois, et finalement, ils l'ont jamais réattrapé. Donc oui, forcément. Ça, c'est des histoires que vous vous racontez dans la famille qui... Ouais, on s'en parle. Là, moi, il me reste une grand-mère qui a 96 ans, qui est la femme de Vladimir, dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et donc, du coup, là, on essaie de récupérer un maximum de ses souvenirs. Parce qu'elle a été en zone libre, elle a été cachée aussi. Elle a aussi une histoire particulière. Une famille, finalement. Enfin, t'as un héritage quand même lié à la guerre, lié à l'antisémitisme et à la Shoah, très fort, ouais. Dans fort. ton ADN, quoi, dans ta personnalité. Ok. Ce sujet-là, j'imagine, te touche particulièrement, évidemment, mais tu mènes des recherches, tu t'intéresses au sujet, ou c'est un truc... je sais pas si c'est pas plus un truc qui a infusé. Tu vois, moi, à les moments, je me dis, j'ai eu l'impression toute ma vie d'avoir le libre arbitre, de faire ce que je veux, et je finis par être un juif ashkénaze, metteur en scène, névrosé, pas comme Woody Allen, mais où Woody Allen était un peu l'archétype de ça. Et je me dis, c'est quand même fou, je pensais avoir décidé plein de choses, et in fine, je me retrouve à être un peu un cliché de ce que peut être un juif ashkénaze. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a infusé sur nous, sans qu'on s'en rende compte. Tu vois, j'ai fait Family Business, qui était sur une famille juive, moitié ashkénaze, moitié séfarade. Ouais. Parce que moi je connais les deux côtés, parce que j'ai beaucoup d'amis séfarades, j'ai grandi dans une famille ashkénaze. Personne n'est religieux chez moi, on mange pas kasher, on mange du porc, c'est pas ça le truc. Mais moi j'ai quand même fait ma bar mitzvah à la Sina, mais je l'ai plus fait pour mes grands-parents, et notamment mon grand-père maternel, parce que c'était un côté genre, aujourd'hui j'ai le droit de le faire, on est dans un pays où on a le droit d'être juif et de faire sa bar mitzvah, donc je le fais un peu pour lui, quoi. Parce que lui il a été déporté, il avait 15 ans, il est revenu à 17, quoi. Bon, je te fais un petit parallèle, mais tu m'as dit que tu avais un de tes grands-parents qui s'appelait Brecht. Tu sais, Brecht, c'est un gros gars du théâtre. Le cinéma, ça intervient à quel moment de ta vie? Est-ce que tes parents, est-ce que ta famille bossait dans un milieu artistique? Carrément. Moi, ma mère est psychanalyste et mon père a commencé, voulait faire ce métier. Il a réalisé ses premiers courts-métrages, dont un moyen-métrage qui avait été à Cannes à l'époque avec Michel Boujna, qui s'appelait Le Paradis d'étoiles. Il parlait justement de son rapport au cinéma. Et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais le truc n'a pas embrayé bien. Il a commencé à bosser dans la télé en assistanat. Ensuite, il réalisait les sketchs des Guignols. Donc pas le direct des Guignols, mais les sketchs qu'il y avait entre. Il y a un truc qui ne s'est pas enclenché. Et donc du coup, il a fait ce métier toute sa vie, mais ça n'a jamais vraiment marché. Ça a été toujours un peu compliqué. C'est lui, c'est plus lui. Et en 90, il a voulu passer à la fiction. Et quand il est passé à la fiction, c'était encore plus compliqué. C'est-à-dire que mon père, il a fait quelques téléfilms. Un téléfilm à lui qui était super, qui était justement sur un village du sud de la France qui hérite d'1 million d'euros d'un juif qui était caché là pendant la guerre et qui, à sa mort, a décidé de léguer son héritage au village qui l'a caché. Et donc, du coup, ça s'appelait le don fait à Katcher. Et c'était l'idée qu'il recevait cet argent et que tout le village devait se mettre d'accord sur comment l'utiliser, sinon l'argent ne serait pas perçu. D'accord. Et ça créait des histoires et machin. Et autour de ça, on découvrait qu'une des grandes familles du village qui pensait être chrétienne était en fait juive parce que quand il avait été caché, ce mec-là avait eu une histoire avec... Donc du coup, mais moi j'ai quand même grandi dans une famille où faire ce métier-là, c'était très risqué financièrement, ça allait pas marcher, c'est compliqué, machin. Donc quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais envie de faire ça, je crois que je me suis pas avoué tout de suite que je voulais être metteur en scène et que j'ai d'abord parlé uniquement de l'actorat, de l'acting, ce qui me paraissait être une moins mauvaise nouvelle pour eux à leur annoncer, de leur dire en fait je veux être acteur, parce que moi c'était pas réalisateur comme mon père, même si aujourd'hui avec un peu de recul, je préférerais moi que mon fils ou ma fille me dise je veux être réalisateur ou réalisatrice qu'acteur ou actrice. Je trouve que c'est un métier plus difficile. Acteur, t'es plus dépendant du désir des autres, c'est plus difficile de se construire tout seul dans son coin quand t'es acteur. Donc voilà, Ça a été quoi leur réaction quand tu leur as annoncé ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont... Je pense que ça les a inquiétés, mais c'était cool mes parents, quoi. Ils le sont toujours d'ailleurs. Mais ce qui est drôle, c'est que la première personne à qui je l'ai dit, c'est ma petite sœur, Tania, que tu connais aussi. Bien sûr, Tania, on l'embrasse. Voilà, et avec qui je prépare en ce moment une série qu'elle va réaliser en partie, qu'on a écrit ensemble avec d'autres autrices et d'autres auteurs. Tania a réalisé un court-métrage qui est très cool, qui s'appelle comment? Autotune. Autotune, exactement, que j'avais vu, qui est vraiment sympa. Très cool. Je sais plus où il est dispo. Il était sur Canal pendant une époque. Je sais pas est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui, mais je te le ferai savoir. Bien sûr. C'était vers quel âge que tu lui dis ça? T'avais quel âge toi?
Bah écoute, tu pourrais savoir exactement mon âge en regardant quand est-ce qu'est sorti Les Indestructibles au cinéma, qui est un film Pixar. C'est en sortant de ce film-là que j'ai dit à mes parents que je voulais faire ça. Je l'ai pas compris tout de suite. Moi, je l'ai vu que je suis fils de psychanalyste. J'ai fait une psychanalyse. Je la continue d'ailleurs aujourd'hui. Waouh. Donc du coup, en psychanalyse, j'ai cru comprendre la métaphore que ce film avait eue sur moi. Enfin, en gros, comment ça m'avait infusé, c'est que, en gros, dans Les Indestructibles, ils sont des super-héros. À un moment, on leur dit stop, ça suffit d'être des super-héros parce que ça fait trop de problèmes. Ils essayent de rentrer dans une vie un peu classique. Et le monsieur indestructible, auquel je ressemble un petit peu parce qu'il est très large d'épaules avec des toutes petites jambes, ce qui est un peu mon cas, essaie de bosser dans des assurances. Tu vois, il est dans des petits bureaux. Oui, un métier normal. Et il a un métier normal. Quand il prend sa voiture, il écrase la portière, il Bien fait pas sûr. exprès, etc. Et à un moment, il décide de redevenir un super-héros pour une bonne cause, etc. Quel film de ouf, on adore ce film. On adore ce film. Mais moi, je l'ai vu comme ça, de manière... J'ai kiffé. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais c'est après ce truc-là que j'ai été voir ma sœur et j'ai dit je suis mal, je crois qu'il faut que j'essaie de faire du cinéma, de l'acting. Si je le fais pas, je vais raser les murs dès que je passe devant un cinéma. Je crois que ça va pas marcher pour moi. J'ai fait des études de droit à l'époque, à la Sorbonne. Ok, J'étais en première année. d'accord, Je me suis pas non plus, tu vois. bien sûr. Et je crois que parce que le film racontait t'as le droit d'être un super-héros et que faire ce métier pour moi c'était un peu laid, puisque Mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu magique dans ce métier. C'est moi j'écris un truc dans mon coin ou avec des gens, on le fabrique, puis à un moment on le donne et ça infuse des gens que je n'ai jamais vus, que Bien je sûr. rencontrerai jamais. Des gens me rencontrent et me disent j'ai vu ça, j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais en tout cas tout d'un coup je suis rentré dans leur vie, donc il y a quelque chose d'un peu magique. Et là, d'un point de vue psychanalytique, genre tu dirais que bon, tu voulais faire évidemment ce métier, voilà, pour le rêve, etc. Mais je pense que tu avais envie de raconter aussi des histoires Carrément. de personnages aussi qui te ressemblent un peu, de mecs qui te ressemblent dans la vie, quoi, de gars qui est confronté à des situations. Enfin, moi, je vois un peu dans tous tes films, je retrouve dans les personnages principaux un peu de toi, tu vois, à chaque fois. C'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui vient de nous dans ce qu'on met. On s'en rend pas toujours compte. Est-ce qu'il y avait aussi l'idée qui n'était pas de venger mon père, mais de dire bah mon père ça a pas marché comme ça aurait dû. Et en fait, sa carrière et ses échecs m'ont nourri aussi pour moi éviter des choses ou simplement faire autrement. D'ailleurs, mon père, quand j'ai commencé à écrire Five, m'a aidé. On a travaillé ensemble, on a discuté. Je pense que ça fait peut-être partie du truc, mais j'en sais rien en fait. C'est ce que je te dis, c'est je pensais avoir tout choisi dans ma vie et à la fin, je finis par faire un truc un peu attendu. C'est-à-dire attendu, comment ça? Bah, je sais pas, quand mes parents m'ont vu naître, ils n'ont pas dû se dire ce serait complètement dingue que le gars soit réalisateur. Ah Ils ouais. ont dû se dire, bon, si ça doit arriver. Bon, après, en même temps, mon père fait ça. Ma mère, maintenant, est comédienne, alors qu'elle était à la base psychanalyste. Ouais. Donc, depuis 10 ans, elle a pris des cours de théâtre pro, elle a fait des écoles. Donc, un peu drôle, elle s'est retrouvée à 60 ans avec des jeunes de 18 qui sortaient du bac. Donc t'as un peu débloqué un peu aussi la possibilité de faire des trucs, enfin un peu comme les Indestructibles, c'est ça, de sortir de sa vie et puis de pouvoir vivre des rêves. Et... Ouais, voilà, il y a un espèce de truc. Je sais pas si j'ai, moi, brisé la glace pour ma sœur, mais même ma sœur, elle a mis du temps à se dire qu'elle avait envie de faire ça. Ouais. Elle était plus littéraire, elle voulait faire de l'édition. Elle a fait Sciences Po Paris, parce que je pense qu'elle, plutôt, son truc, c'était de se dire je vais être l'enfant qui va faire des grandes études, tu vois, qui était aussi un souhait plus de ma mère. Je sais pas pourquoi, elle en parlait beaucoup. Ouais. Moi, je l'avais pas. Moi, j'ai eu mon bac et après, j'ai fait 3 mois de droit et j'ai commencé à étudier le théâtre et après le cinéma. Et puis finalement, elle a bossé chez Studio Canal, et puis après, elle a bossé chez Shifumi, chez Hugo Sélignac en production. Et elle a fini par accepter qu'elle avait envie d'écrire et de réaliser seulement il y a quelques années. Tu vois. Je peux comprendre que ça mette du temps aussi à vraiment se dire, ok, là, je vais raconter des choses et vraiment me mouiller, parce que c'est une forme évidemment de mise à nu quand tu commences à écrire des histoires. Déjà parce que, est-ce qu'elles sont bonnes, ces histoires? Est-ce que les gens vont se foutre de ma gueule, ou est-ce que c'est bien? Et bon, en l'occurrence, vous êtes quand même hyper doué dans cette MIF. Non, mais bah oui. C'est vrai que, pas qu'on est doué, c'est vrai que ça pose la question de... Après, moi, je me suis beaucoup caché derrière le rire, c'est-à-dire, mon premier but, c'était de faire rire les gens. Moi, j'étais un enfant et un adolescent rond. C'est quand même un moyen de communiquer et d'entrer en connexion avec les gens, de les faire rire, qui est un super pouvoir, en fait. Bien sûr.
Je sais pas comment je vivrais les choses si j'avais fait des films plus sombres, plus durs, plus... Je parle de moi dans tout ce que je fais, mais effectivement, pour le moment, c'est encore caché derrière le côté de genre, on a bien rigolé, les gens, c'est rare qu'on m'interpelle et qu'on me dise, j'ai vu dans ce film, ça m'a parlé parce que moi aussi, qui me parlent de trucs très profonds, ils me disent, on a kiffé. Moi, le plus beau compliment qu'on me fait sur Five ou Family, c'est les gens qui me disent, quand je vais pas trop bien, quand j'ai pas le moral, je le mets, je le mate, comme moi je mate Friends ou The Office, ou des films qui sont rentrés dans ma vie, quoi, en fait. Bien sûr. Même, je suis sûre qu'à un moment dans ta vie, quand tu auras peut-être dépassé ça, entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas nous faire encore, je pense, des comédies exceptionnelles, et au bout d'un moment, peut-être que tu vas faire des films peut-être un peu plus sombres. Ouais, j'aimerais bien en plus. Le rire n'est pas le truc prioritaire et principal, où il y a peut-être d'autres émotions qui vont carrément prendre le pas, mais c'est possible. Carrément, même si quand je me projette dans ça, parce que moi, ma satisfaction quand je vais sur le plateau, quand j'écris, c'est je me dis, aujourd'hui on a fait une bête de séquence, et souvent quand je me trouve qu'elle est bien, c'est parce que je me dis qu'elle va être drôle. Je sais pas comment je me rassurerais de fabriquer un objet cinématographique qui n'est pas drôle, et du coup je me dis, aujourd'hui on a filmé, mais est-ce que c'est vraiment bien? Même pareil, une salle de comédie, là on a montré les 3 premiers épisodes à Cannes Série, il y a 2300 personnes dans la salle, quand ça rit, ça fait du bruit, les gens bougent, tu vois des choses. Quand tu leur montres un film sombre, tu vas peut-être voir des gens pleurer ou tu vas avoir des silences qui pèsent comme ça, mais c'est moins démonstratif, la réussite. Le résultat est direct, quoi, avec la comédie. Avec la comédie, tu sais, tu montres, c'est pour ça que les projo-tests sont peut-être encore plus importants en comédie. Tu montres, tu te dis là ça va rire, regarde. Hop, ça rit pas, tu te dis bon, c'est que c'est pas, il y a pas un truc qui est... Parfois c'est pas grand chose aussi, le rire c'est là aussi où c'est magique, c'est qu'on sait pas trop d'où ça vient, on sait que ça part d'une surprise, tu t'attends à quelque chose, finalement c'est autre chose, c'est très mystique le rire en fait. Donc du coup il y a une recherche que moi j'aime bien dans la projo-test pour le coup, et je serais un peu déstabilisé de me dire je fais une projo-test d'un drame, je me dis qu'est-ce que je vais chercher? En fait, c'est surtout la discussion à la fin avec les gens qui vont me dire... Même si tu sens des choses, c'est marrant, quand un truc est pas très drôle en montage, tu peux l'accepter, tu dis, t'es dans ta salle de montage, t'es toi avec ton monteur, peut-être une personne et tout. Quand un truc qui est pas drôle et que tu le vois avec 30 personnes, tout d'un coup, il y a un côté malaise. Genre, moi, je me crispe dans mon truc, je suis pas bien, j'ai chaud. Je me dis, waouh, ça, on va le couper, ou il faut vraiment qu'on trouve autre chose pour que ça marche. Le fait d'être entouré de gens te fait voir ton propre film d'une autre manière, simplement, parce que tu dis, oula. À l'inverse du rire, quand les gens ne rient pas, la gêne, elle est immense, mais à la fois, c'est charmé parce que du coup, c'est direct aussi. Donc, tu sais ce que tu dois retravailler, changer. Évidemment. Après, il faut encore avoir de la matière pour pouvoir améliorer les choses. Parfois, tu te dis, c'est pas drôle et ça, je sais pas vraiment comment le tourner, le retourner dans... Donc, parfois, ça coupe, hein. Ça coupe. Ok, et donc tu te dis vers ta première année de droit, voilà, t'es en première année, tu te dis j'ai envie de faire du cinéma. Comment ça se passe? Comment tu mets ça en place? Au début, je dis j'ai envie d'être acteur. Ouais. Je te dis, je pense, et ça je l'ai compris aussi en allant parler, je pense qu'à ce moment-là, c'est trop dur pour moi de dire à mon père ou à mes parents, parce que ma mère aussi a souffert du fait que la carrière de mon père soit pas celle qu'il espérait, de dire à mes parents je veux être réalisateur, je l'imagine pas. Donc du coup, je commence par le truc de me dire je veux être acteur, parce qu'en fait c'est ce que je vois des films, même si mon père est réalisateur, j'ai pas forcément compris tout ce qui se passe derrière. Et du coup, je commence ça parce que dans la vie, j'aime bien faire rire les gens et machin et trucs. Et donc, je prends des cours pendant 3 ans chez un monsieur qui s'appelle Jean-Laurent Cochet, qui avait un cours, un vieux monsieur assez spécial qui travaille beaucoup autour des fables de La Fontaine, des textes classiques, quoi. Donc, Molière, Musset et tout, on se fait ça. Je suis pas hyper assidu parce que c'est un cours, c'est 11h, 14h tous les jours. Et en fait, tu prépares des scènes dans ton coin ou avec truc, et de temps en temps, quand le patron est là, quand Jean-Laurent Cochet était là, parce que tu bossais avec des assistants, quand il était là, une fois par semaine, tu passais ta scène devant lui. Okay. Et moi, il s'est passé des 6 mois sans que je monte sur scène. Que je venais au cours, me nourrissais de ce qu'il disait, je voyais comment il travaillait pour diriger les autres. Donc ça m'a beaucoup appris sur la direction d'acteurs, tu vois. Mais j'étais pas forcément archi assidu. Je suis pas très... Je m'étonne toujours d'avoir pris beaucoup de temps pour flâner, pour un peu glandouiller, machin, et quand même avoir réussi à faire des choses tôt, comme mon premier film avant 30 ans, ce qui est assez rare. Et je me dis un peu, bon... Ah, tu te penses que t'es un peu un glandeur, genre? En tout cas, j'avais une bonne fibre pour l'être. Un peu l'oisiveté, quoi, te poser. Ouais, j'aime bien. Je suis un peu comme ça aussi. J'aime et à la bien. fois très efficace à d'autres moments. Ouais, voilà. Après, maintenant, je travaille plus. Et puis surtout, maintenant, j'ai une boîte de production. On produit ce que je fabrique
mais on produit aussi d'autres gens, des gens qui viennent avec des histoires qu'on accompagne. Donc il y a plus de travail, donc j'ai moins le temps. Mais c'est vrai qu'entre mes 20 ans et mes 25 ans, j'ai bien glandé, quoi. Et ensuite, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'Écart. Ouais, l'Écart. L'Écart, qui est une école qui s'appelle École internationale de création audiovisuelle et de réalisation. Donc la vanne de tu t'es mis à l'écart, oui, bien elle sûr. tombe tout de suite. On avait dit Évidemment. qu'il y aurait des jeux de mots. Oui, et et t'as vu, là. on n'a pas eu beaucoup là depuis le début du podcast, et c'est le Il est premier. sérieux un C'est peu. le premier. Il est sérieux le Mais podcast. parce que moi, tu sais, je suis un peu une meuf dans l'émotion aussi. Tu voulais Tu m'emmener là. Tout à fait. Il y a zéro vanne. Hein. Parce que je il faut sais le dire, que- il faut le dire au début du podcast. Ouais. Si vous pensez vous payer une belle tranche de rigolade, il faut peut-être tout de suite passer son chemin. Après, il y a peut-être des gens qui ça va faire rire. Moi, je pense que les gens vont kiffer parce que, voilà, pour une fois, on est dans le vrai, je dirais. Enfin, on Pas est de dans le vrai tout le fioriture. temps, mais voilà, exactement. Donc, t'es à l'école, t'apprends la réal. J'apprends la réal, mais je fais une seule année sur les 3 années de l'école. Ok. Et c'était des écoles assez chères. Et donc, la deuxième année, j'ai dit à mes parents, donnez-moi la moitié d'une année, la moitié de le prix d'une année. Moi, j'ai travaillé à l'époque, j'étais croupier, j'ai été voiturier, j'ai fait plein de petits jobs et j'ai réuni de l'argent. J'ai fait une espèce de crowdfunding. Crowdfunding. Je fais ma petite levée de fonds. Mon associé Jérôme, que tu connais, Jérôme Sandron, qu'on adore, qui qu'on est mon embrasse. associé qu'on adore, me donne à l'époque 1 000 euros Mhm. quand même. Et donc avec 17 000 euros, donc là, mon argent, de l'argent de mon grand-père Vladimir aussi, qui m'a donné à l'époque de l'argent pour fabriquer ce film, en une grosse partie. J'ai mis tout l'argent que j'avais et j'ai fait Five en court-métrage. Ok. Donc un court-métrage qui s'appelait Five. Comment tu produis ce court-métrage? Comment tu crées ce film, en fait? Sachant que t'avais pas fait de court-métrage avant, que c'est ton premier projet. Je monte une équipe. À l'époque, je bosse avec Charles Templon, qui est un comédien qui joue un des rôles dedans, qui lui est comédien beaucoup plus professionnel à l'époque. Il me présente des gens, j'essaie de trouver des gens par moi-même. On monte une équipe, D'accord. je rencontre des techniciens. Et on tourne quand même 15 jours. 15 jours, c'est beaucoup. C'est 3 semaines, du coup. Pour un cours, ouais. Pour un cours, c'est autoproduit, c'était beaucoup. Et je rencontre François Civil à cette époque-là aussi. Ok. En casting. C'est-à-dire, je caste pour le truc. Et pour le rôle de Timothée, qui est donc resté Timothée dans Five le long, pour le rôle de Timothée, j'hésitais entre François Civil. Au début, Timothée, pour moi, était blond dans ma tête. Ok. Donc, quand je vois François Civil, c'est pas vraiment le rôle. Et j'hésitais avec Bastien Bouillon, Ouais. qui est un bête d'acteur aussi. Ouais, carrément. Qui était dans La Nuit du 12, là, qui a gagné un César pour ça, récemment. Et j'hésite avec les deux, parce que Bastien a ce côté plus lunaire que je m'étais imaginé de Timothée. Et François, en même temps, a une espèce de véracité, de naturel, où ça swing quand on se parle. Je vois qu'il est bête d'acteur, quoi. Et donc, Il avait fait des trucs à l'époque ou... il avait fait des petites choses, mais plutôt confidentielles. Ok. Mais il était déjà comédien depuis un moment. Il avait fait D'accord. des... Oui, jeune et tout ça, là. Voilà. Enfant Et- Disney Channel, un peu. Il était déjà enfant Disney Channel. Oui, exact. Après, il avait fait des trucs. Il était dans Trop la classe. Exact. Vous pouvez aller voir des petites versions, des petits épisodes de Trop la classe avec François dedans, Charmé. qui a une tête exceptionnelle. Parce que François, les gens, comme il a grandi tardivement, Ouais. il était tout petit dans Trop la classe. Jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle Fiston, ou en tout cas sa bande proche l'appelle Fiston, parce que comme il était tout petit, les gens l'appelaient Fiston Ok. à l'époque. Anecdote sur François que j'embrasse. Très belle S'il anecdote. nous écoute. Il va nous écouter, bah le oui. Fils, le fils. François va nous écouter, c'est sûr et certain. Alors là, je peux te dire qu'il va peut-être même acheter des écouteurs spécialement pour ça. Très sympa. Et voilà, je fais ce court-métrage. Comment en fait? Ça, c'est une vraie question. Bah oui, comment? Parce que Bah, oui. en fait, il y a quand même quelque chose d'instinctif quand tu as été nourri de films toute ta vie, que tu as vu plein de trucs. Aujourd'hui, si on donne une caméra, je pense, à quelqu'un qui n'a jamais fait un film, tu vois, instinctivement, ne serait-ce qu'en regardant quelques films qu'il aime bien, il va se dire, ah ok, donc lui, il filme comme ça, ok, donc il met la caméra Ouais. là. Après, tu peux l'étudier, tu peux décortiquer, mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, donc tout le monde a une caméra Bien dans sûr. sa poche, tout le monde filme tout le temps, et on fait des trucs de plus en plus inventifs, etc. Donc je filme ce truc, je le découpe, je me dis, ok, on va le mettre ça j'ai envie de ci, Qu'est-ce ça. que tu fais exactement dans ça? Tu l'écris? Je l'écris, Tu le produis? je le produis. Est-ce que tu le réalises? Je le coproduis avec Julien Rousseau, Voilà. Charles Templon, et il y a même Anaïs Garot, une copine à moi qui m'aide à l'époque, qui est productrice aujourd'hui. Tu le réalises? Je le réalise et je joue dedans. Est-ce Un que... des- Ah, un tu des joues dedans. personnages principaux. Ok, et tu le réalises. Est-ce que tu tiens la caméra? Non, à l'époque Ok. je ne cadrais pas, je cadre maintenant, mais à l'époque je ne cadrais pas. D'accord. En fait, quand tu réalises, t'es pas obligé du tout de savoir tenir une caméra. Parfois on me demande c'est quoi réalisateur, c'est un gars qui dit à tout le monde ce qu'il doit faire, mais qui sait pas forcément le faire.
ou la plupart du temps qui sait pas le faire en fait. Dire peignez-moi ce truc là, j'aimerais bien mettre ce truc ici, est-ce qu'on peut pas faire un mouvement de caméra qui fait ça, machin, truc. En fait, c'est que des trucs que tu sais pas faire mais que tu demandes aux gens. Donc tu prends des gens qui savent et tu leur dis ce que t'aimerais, ce que t'as dans la tête, essaies de leur infuser ou de leur transmettre ce que tu t'imagines de ton film. Et ce qui est un peu fou, c'est qu'un film, tu le rêves vraiment et tu finis par le réaliser. Et ce qui, moi, me fascine à chaque fois, c'est que les images, parce que par exemple, je suis en préparation d'un projet, aujourd'hui, je n'ai que les scénarios. D'accord. Les scénarios même, si on... Les scénarios, exactement. Parce que, comment on devrait le dire. Bien sûr. Et ben, quand je les lis, j'ai des images qui me viennent dans la tête, comme quand vous lisez un bouquin, de me dire, ah, ok, j'ai envie que ce soit ça, machin. Mais quand je vais avoir tourné ces images, je n'aurai plus accès à ces souvenirs. Okay. En fait, les images que tu tournes viennent remplacer ce que tu as rêvé de ton film. Waouh. Et moi, par exemple, Five, le film existe aujourd'hui, mais la version que j'ai rêvée avant qu'il le fasse, aujourd'hui, ne m'est plus accessible. Comme un rêve. Ouais, comme un rêve que tu te réveilles et tu te dis, je vais m'en souvenir, et à 16h, tu t'en souviens plus, et tu te dis, bah, c'est trop bizarre. J'adore ce que tu dis là. Écoute, ça, je pense que tu peux te le mettre en petit en tête. Ouais, début, attends, je vais en faire un Reels. Ouais, ça peut être énorme. Franchement, le Reels, là, il va être... J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, tu vois, c'est une manière de, en tout cas, moi, de parler de la réalisation dont je n'avais pas déjà eu vent. Mais en fait, réaliser, c'est ce que tout le monde fait dans sa tête, c'est tu lis un livre, tu as des images. Est-ce que c'est les bonnes ? Et si c'est les bonnes, comment je raconte aux gens ce que j'ai envie qu'il y ait, que les fleurs soient roses, que l'hôtel porte une robe blanche, que lui vienne là. Bon, ouais. Et pendant ce tournage, est-ce que tu as genre une sorte de révélation en mode putain, c'est vraiment là où j'ai envie d'être, c'est ça que je veux faire de ma life, ok, en fait je me suis fait confiance et j'ai eu raison de le faire parce que j'adore. Alors je sais pas te dire, ce que je sais te dire c'est que je sais pas si c'est propre à tous les artistes, mais pour parler avec, j'en connais beaucoup aujourd'hui, et pour avoir parlé, j'ai l'impression que ça... C'est toujours une thématique qui revient, c'est que tu oscilles, et moi je le sens, entre je suis un génie et je suis une merde. C'est assez polarisé pour le coup. C'est difficile de ne pas arriver à faire des choses en ayant une grosse confiance. Et en même temps, tu as toujours un truc où tu te dis, mais ou le syndrome de l'imposteur, ou mais je suis nul en fait, c'est sûr. En tout cas, je crois que c'est normal, si tu es dans un processus de créativité, d'avoir ce truc un peu violent, d'avoir ces deux pôles, de se dire, ah, je dois être génial, et en même temps, je suis probablement très mauvais. Comment tu gères ça ? Mais du coup... Moi, dans ma vie, je me suis dit, plus jeune, je me disais, c'est sûr que ça va marcher. Genre, j'ai jamais douté quelque part que j'allais réussir à faire ce métier. Et en même temps, une part de moi qui disait, j'y arriverai jamais. Mais donc, je sais pas comment, à l'époque, j'ai trouvé la force quand même de faire des choses, alors que je bataillais en interne. J'avais un conflit interne, parce qu'on en parle en scénario du conflit interne d'un personnage, qui y croit sans y croire, ou qui n'y croit pas en y croyant. Enfin, je sais pas comment on peut jouer, encore s'amuser quelque part avec les mots, pour les mettre dans l'ordre qu'on veut, mais... Ouais. En tout cas, de dire que quand je fais le truc, je me dis, c'est un kiff. C'est un kiff. Et je crois que ce que je trouve le plus dur, c'est de préparer un film. Je sais pas pourquoi. Parce que quand tu prépares un film, t'as pas tes décors, t'as pas encore tes acteurs. C'est difficile de poser les choses. Il y a peu de choses qui sont là pour t'aider. Un peu comme si on te donnait une multiplication mathématique compliquée, mais qu'on te donnait pas un stylo et une feuille pour l'écrire. Que tu devais essayer de la résoudre genre sur tes doigts. J'ai l'impression que le tournage, on te laisse enfin écrire sur un papier l'opération à résoudre, le problème mathématique ou comment ça s'appelle, une équation. Bien sûr. Et que véritablement, comment on dit ce verbe ? Tu la résolves, tu la résous. Je pense. Tu la résous. Ouais. Au montage. Enfin, tu as ton truc et tu te dis, ah ok, j'avais pas compris ça à ce moment-là, et en fait, il est pas bien placé. Bam, bam, bam. Après, tu la résous. Pas dire que tout est parfait à la fin et que l'équation est forcément réglée, mais donc moi, j'ai découvert ces différentes étapes. La prépa dure tu fais beaucoup travailler ton processeur, d'essayer d'imaginer les choses, d'essayer de raconter aux gens ce que tu veux, sans forcément toujours être clair. Tournage, kiffant, parce que ça y est, ça devient réel, mais ce moment un peu où tu fais le deuil des images que tu avais dans la tête, que tu avais rêvé, parce qu'elles sont chassées par les vraies images que tu fais. Tu te dis, bon, bah en fait, c'est ça le film. Ce qu'il en reste, c'est un peu le scénario, quoi. Ouais, carrément. Et montage plus... Montage, moi j'adore. Ouais. Montage, parce que c'est là où tu triches, en fait. Tu triches tout, tu fais dire à un acteur un truc qu'il a jamais dit, tu tournes un plan dans l'autre sens pour faire croire qu'il répond à une autre personne, tu rajoutes des trucs, tu triches, tu retruques, tu machin. C'est le moment où t'es en Rubik's Cube et t'as enfin le truc dans les mains et que tu peux le tourner dans tous les sens. Et effectivement,
On parlait tout à l'heure des projotestes, du rire et tout. C'est drôle. Ah non, c'est pas assez drôle. Tac, t'enlèves 3 images, tu rajoutes un truc, tu coupes une musique, tu rajoutes un bruit, boum boum, là tout d'un coup c'est drôle. Enfin, c'est magique quoi. Donc ce que tu préfères, c'est le montage. C'est pas ce que je préfère, mais c'est l'endroit où déjà Ouais, où tu peux faire toute ce que la tu veux, machine est moins lourde. Le tournage, c'est une grosse Mm. machine. Il y a 60 personnes qui bossent, des camions, des trucs. T'es dépendant de la pluie, de la météo, t'as peur. Si un acteur se blesse, si un acteur est en retard, si toi t'es en retard, t'avais pas prévu, il pleut sur le truc, ça fait du bruit, on peut pas tourner. Enfin, Il t'est déjà arrivé une énorme couille sur un tournage? j'ai pas eu des... C'est marrant parce qu'on a écrit Fiasco qui part de ça, qui part d'un tournage qui part en couille. Et donc, du coup, on nous pose beaucoup la question de qu'est-ce qui a été le plus gros truc. Moi, j'ai eu des scènes où, genre, ça part en fou rire avec François, Pierre, Fanny Ardant et Pascal Demolon dans Five, où ils jouent une scène où ils sont dans la maison de Barnabé, Barnabé, c'est dans Fiasco, justement. Barnabé, qui est joué par Pascal Demolon. Ouais. Et ils sont partis en fou rire. Et tu essayes de gérer. En même temps, tu sais que ça participe à faire que la scène, elle va avoir du truc. Et s'ils rigolent, c'est que c'est drôle, mais qu'il faut... Voilà, donc tu perds pied sur des trucs où tu mets 5 heures ou 6 heures à tourner un truc où tu avais prévu 2h30. Après, j'ai pas eu, moi... Le premier jour de Five, il y a un projecteur qui a pris feu, quand même. Mais non. Waouh. Je crois que j'ai une petite Five vidéo... le long métrage. Five le long. Ah putain. Premier jour, une gélatine, tu sais, un truc, Ouais. un espèce de truc en plastique qu'on met pour teinter la lumière qui prend feu. Un coup, panique, machin, truc. Je me rappelle, on se dit, c'est bon que ça commence bien, premier Putain. jour, Ah ouais. Mais voilà, au final, ça s'est bien passé. J'ai jamais eu d'énormes galères. C'est pas croustille, là. J'ai pas de croustille, les amis, pour vous, sur des trucs complètement Donc fous. t'es plutôt un mec organisé en fait. C'est marrant, Pierre disait ça la dernière fois en promo de moi, et il me l'a déjà dit dans la vie, mais il trouve que j'ai un bon pragmatisme. Genre, tu m'amènes un problème et je vais essayer de te tourner le truc dans tous les sens et que je vais t'aider facilement. Je pense que j'ai une bonne capacité, d'analyse, de synthèse et de dire, ok, le vrai problème c'est ça, la priorité à régler c'est ce truc-là, ça tant pis on le met de côté, on verra plus tard, qui sont des bonnes qualités à avoir quand tu es metteur en scène, au-delà d'avoir ta sensibilité, ta conviction de qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est émouvant, qu'est-ce qui est excitant ou pas. Enfin voilà. Moi j'ai un côté assez... Effectivement, je suis pas un artiste fou, tu vois. J'ai monté une boîte de production, même si évidemment j'ai mon associé Jérôme qui m'aide à structurer les choses, mais on se parle, les choses sont carrées, c'est quand même une industrie aussi. Ouais. Oui, c'est un métier. C'est show business. Absolument. C'est un métier avec un cahier des charges précis, c'est un artisanat quelque part aussi. Effectivement, et chaque film que tu montes, et une petite boîte, une petite entreprise qui va durer le temps de scénario, tournage, montage, qu'après tu fermes et tu montes une autre, un peu comme toi. Les start-upers qui montent des trucs, ils essayent, ils marchent, ça marche pas, puis ils font autre chose. Effectivement, il y a un truc d'entreprise, d'entrepreneuriat dans le cinéma qui moi me plaît parce que moi j'aime ça. Jérôme, donc Sandron, qui est ton associé, avec qui tu produis tes projets. Tu le rencontres quand Tu le rencontres comment Jérôme, je le rencontre en seconde à Montaigne. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est ton pote. Ouais, c'est mon pote. C'est ton pote, c'est mon pote de longue date. C'est mon ami, on peut le dire, même. N'ayons pas peur des mots. Bien sûr. Je rencontre Jérôme. Au début, on se retrouve autour du poker, parce que moi, j'avais été croupier, enfin pas à l'époque, mais j'étais déjà excité par le poker, et j'y jouais déjà. Lui, il jouait beaucoup. Lui, c'était plutôt un geek qui venait de StarCraft et tout, et qui avait embrassé le poker online, sur Internet, en fait. Ouais. Et du coup, on se met à traîner comme ça, et on devient très amis. On s'installe dans une colocation qui va durer 8 ans. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, quand je fais Five, le court-métrage, je suis déjà en colocation avec Jérôme. Énorme. Le court-métrage, et bon, lui, par contre, il fait pas partie du court-métrage, enfin, il fait pas partie du projet. Le cours, il m'a donné des sous. Ah oui, voilà, il met les 1000 Il euros. fait des apparitions, il m'a filé des petits coups de main pour des trucs. Mais il n'avait pas encore décidé. À l'époque, lui, il faisait des études de finance. Ouais. Il était à Dauphine, il n'avait pas encore décidé de devenir producteur. Donc, il se passe ce court-métrage, tu kiffes, tu te dis, ok, comment tu te dis, je vais faire un long? Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas faire un long? Et combien de temps il se passe entre les deux? Depuis le début, c'est Est-ce que tu as écrit le cours en te disant que ça allait devenir un long? Moi, j'ai écrit le cours en me disant que ça allait devenir une série. Oh. Excellent. Moi, j'étais un gros fan d'Entourage, qui est une série américaine. Les mecs, vous êtes tous fans de cette série, putain. Mais c'est en normal, fait, quand t'aimes le cinéma, c'est un jeune qui arrive à Los Angeles, à Hollywood, et qui lance sa carrière avec ses potes d'enfance, qui fait bosser en assistant, en chauffeur, en machin. Et c'est les tribulations de cette bande. Évidemment, moi, j'aurais adoré ou qu'un pote m'embarque, ou que moi, être le jeune acteur prodige et qui embarque sa bande. Donc oui, il y a un côté, effectivement, assez fascinant. Et donc, du coup, je me dis, j'ai envie de faire ce truc-là, mais à Paris, avec cette espèce d'histoire de drogue, machin.
Et donc je fais un espèce d'objet qui est pas vraiment le court-métrage qu'il faut faire. C'est presque... en même temps, c'est bouclé. C'est un peu bizarre. C'est un 30 minutes, le court-métrage de Five, donc c'est pas vraiment un court-métrage. On peut le voir quelque part ou... On peut le voir nulle part. Ok. Volonté de ta part. Ouais, je l'ai pas mis. Ça se voit dans ce ton. Ouais, non, je l'ai pas mis, mais en fait, tu vois, j'ai plein de musiques dont j'ai pas les droits parce que je l'ai jamais exploité. J'ai jamais exploité ce truc-là, donc j'ai jamais eu à payer les trucs. Mais voilà. Si je conseillais aujourd'hui à un plus jeune, pour faire un truc, je lui disais, essaye de faire un truc dans les standards du court-métrage qui va durer entre 0 et 20 minutes. Ouais. Enfin, pas 0, fais pas un film qui fait 0 secondes, sinon il y a peu de chances que ça excite qui que ce soit, mais entre 2 et 20 minutes. Oui. On sait pas, tu sais. Ouais, ça peut... C'est pas ta concept. Ça peut être court, ouais. Mais il y avait les 5 second movies, il y avait des mecs qui faisaient ça sur Internet à l'époque. C'était des 5 second movies, ça durait 5 secondes. C'est des Vine, quoi. Ouais, un peu Vine, mais avant les Vine. Ouais. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais ? Bah non, mais tu disais si je devais conseiller un mec, ok, d'accord. Voilà, je dirais au gars, mais voilà. fais entre 2 et 20 minutes, une histoire, tu sais, des phrases toutes faites, un peu, c'est genre un court-métrage, c'est une idée, une chute. C'est pas forcément vrai, mais c'est bien de partir de là, de dire, ok, quand je finis mon court-métrage, ça pourrait être le début de mon long. L'élément déclencheur, le moment fort qui va faire que toute l'histoire va dérouler de ça. Sauf que dans le court-métrage, tu la suggères aux gens, puis après, ils se font la fin du film. Tu vois. Donc, j'aurais pas véritablement conseillé aujourd'hui, je ne conseillerais pas de faire un film qui est trop long. Tu vois, j'ai tourné 15 jours. C'était presque un peu trop gros. D'accord. Mais j'ai fait ce truc-là avec l'envie, quoi. De toute façon, tu n'arrives pas autrement à, tu vois, les gens sur un truc comme ça, ils viennent parce que tu arrives à les embarquer dans ton univers, leur dire on a envie de faire ça. Et ce qui est étonnant souvent, c'est de voir des gens qui ont participé activement au tournage, quand ils voient le film, te dire waouh, enfin pas waouh, mais waouh, gars, tu es tellement fort. Non. Juste de dire, gars, j'avais pas du tout forcément capté que le film allait être ça. Ouais, ou que ça allait être un vrai film en fait. Non, même pas ça, de se dire, de ce qu'on avait tourné. Ah ouais. Toi, t'avais dans la tête ce que tu voulais faire, donc tu comprenais ce qu'on était en train de faire, mais nous, on comprenait pas toujours. Et à la fin, quand on voit le truc, on comprend qu'en fait, ce truc-là qu'on a tourné, c'était pour faire ça. Donc ça, c'est là où tu vois qu'en fait, effectivement, on tente de donner ce que t'as dans la tête aux gens, mais c'est dur en fait. Tu n'y arrives pas forcément très bien. Après, j'ai eu la chance, j'ai montré ce court-métrage, et par chance, mon futur producteur était dans la salle. C'était un copain d'une copine d'un tel qui était venu. Et voilà, et François Cros, qui est devenu mon producteur de Five, avec Denis Pinot-Valenciennes, chez les films du kiosque, était dans la salle par hasard. Et donc, il m'a topé à la sortie, il m'a dit « j'ai beaucoup aimé, qu'est-ce que tu as envie de faire après ?» J'ai cherché un moment, j'ai rencontré d'autres producteurs. Je savais pas si je voulais faire le long de Five. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis finalement, en 2012, j'ai signé avec les films du kiosque. J'ai écrit longtemps quand même. Hein. J'ai écrit en 2015. En 2015, on a tourné. T'écris 3 ans. J'ai écrit 2 ans et demi, ouais. Ok. Et pendant 2 ans et demi, tu ne fais qu'écrire ou comment ça se passe le processus de création de j'ai du long de glandouillé Five aussi à ce moment-là. J'ai glandouillé. Hein. J'ai fait j'ai écrit d'autres trucs, un peu à droite à gauche. C'est l'époque où on fait casting, tu vois. Donc je jouais dans le casting, on écrivait. D'accord, oui, donc tu fais casting aussi en même temps. Mais à cette époque-là, j'étais voiturier, tu vois, à côté. J'étais pas à 100%, je gagnais pas 100% ma vie avec ça, quoi. Ouais. Comment tu décroches un peu le contrat de casting avec Canal ? Enfin, comment ça se passe cette affaire ? Alors casting, moi, c'était moins mon affaire, puisque c'était une idée de Pierre et Ali qu'ils avaient déjà vendu à des producteurs. On a changé de producteur après. C'est Zazie Film qui a produit la série. Moi, j'ai écrit avec Pierre. J'étais Richard, le directeur de casting. C'était très cool. Ça, c'était le tout premier truc professionnel qu'on faisait. Enfin, tu vois, donc c'était trop cool, quoi. C'était une toute petite entreprise, parce qu'on tournait 2 épisodes par jour. On tournait 5 jours par an. Ok, d'accord. Tu vois, c'était un petit truc, mais on a adoré. Donc, en même temps que casting, t'écris le long de Five. Exactement. Et il y a des moments où t'écris pas, évidemment. D'autres moments où tu te remets dans le scénario. En vrai, si j'avais eu la connaissance et la force de travail qu'il aurait fallu avoir, j'aurais pu écrire Five beaucoup plus vite. Okay. Mais l'oisiveté dans ce forcément. métier te fait te dire aussi, les choses, elles arrivent quand elles arrivent, une idée vient quand elle vient. Il y a aussi un truc mystique dans l'idée de pourquoi une idée arrive. Parfois, tu la cherches. Aujourd'hui, moi, je cherche beaucoup plus qu'avant. Je suis en séance de travail avec mes auteurs. On se dit, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui nous manque ? Machin. Mais qu'est-ce que le pitch de départ d'une histoire ? La première idée d'un film que tu as, pourquoi elle te vient ? Qu'est-ce qui te fait truc ? C'est un peu fou la manière dont ça arrive. Tu sais pas trop... C'est un peu ce que Lisa Azuelos m'a déjà dit. Elle me dit, moi, j'écris par... c'est vraiment genre une espèce de voix divine qui me traverse. Et il y a des moments où j'écris pas du tout parce que cette voix, elle est pas là. Mais quand ça tombe, faut que ça tombe et faut que j'écrive et je ne peux rien faire d'autre. Ouais, alors moi, j'ai
je dirais pas que j'ai changé d'avis là-dessus, mais je vois quand même que c'est un vrai travail et que quand tu t'astreins tous les jours à aller travailler, te questionner, tu trouves des choses. Parfois, tu avances dans le mauvais sens, mais au moins, si tu es parti à droite et tu sais que c'est pas par là qu'il faut aller, il reste plus que tout droit ou à gauche. Tu as quand même éliminé des choses, donc je suis d'accord. Après, il y a parfois la frénésie, c'est-à-dire tout d'un coup, tu trouves un truc et tu dis ok, ça déroule et boum, ça tombe bien et ça, machin, et j'ai cette idée et tout. Mais c'est quand même un processus qui est douloureux, quoi, l'écriture, qui est extrêmement jouissif parce que tu fais ce que tu veux, en fait. Ouais. T'es Dieu, quoi. Tu dis, il arrive dans une voiture rouge, non, il arrive dans une voiture verte. Voilà. Salut, bonjour. Ok. On se fait 100% tège de la salle où on tourne ce podcast, en fait. C'est n'importe. Tu frimais en disant, ouais, on m'a prêté une salle, c'est très cool, et tu te fais tège. Au final, ça illustre bien le fiasco que peut être un tournage de, voilà. Absolument. POV, on s'est fait jeter comme des bleus de la salle où on enregistrait le podcast. Igor a failli se barrer de cet enregistrement, mais comme il est sympa, il est resté pour la suite. C'est vraiment un gars en or, ou alors il est juste en promo, je ne sais pas. Donc pour expliquer quand même, on vient de se faire tège évidemment d'une Le salle. petit fiasco de tournage, Tout à quelque fait, part, tout à fait. qui ressemble à l'invité. Et qui ressemble à la série que Igor va finalement sortir le 30 avril. Un fiasco, c'est un fiasco. Est-ce que ce qui se passe est un fiasco? Pas vraiment, pourquoi? Parce qu'on va continuer ce podcast et qu'on va kiffer en fait. On est bien, on est dans ce setup. On était mieux On tout à a l'heure. on a un seul vrai problème, c'est qu'il y a un chauffage Ouais, c'est qui relou. chauffe la pièce à 30 degrés qui est impossible à éteindre. Les conditions sont pas ouf, je suis désolée. Non, mais en vrai, ça va. Mais franchement, Moi, ça va. Je vais recevoir normalement un texto avec la nourriture qui arrive. c'est ça. Ça, s'il y a de la nourriture qui arrive, je peux te dire que On va être au on va top. pas se plaindre. Five, le long métrage, comment ça se passe? C'est ton premier long métrage, donc tu l'écris, ok, et t'arrives donc en tournage. Est-ce que le tournage se passe bien? Donc tu me dis que le premier jour, il y a cette... Ouais, il y a une petite lampe qui prend feu. Mais moi, c'est marrant parce que quand on me dit de pas trop stresser, alors il paraît que tu tournes bientôt, de pas trop stresser. Oui, stressé, mais en même temps, quand tu arrives le premier jour de ton tournage, tu as quand même pris énormément de décisions qui vont déjà marquer d'un impact très fort ton film. Tu as choisi tes acteurs, tu as écrit l'histoire, tu as choisi tes décors, tu as choisi les costumes, tu sais où tu vas filmer, comment. Après, il y a effectivement la réalisation de tout ça, mais tu as déjà fait d'énormes choix qui vont influer sur le produit fini. Donc, moi, au tournage, je suis pas trop stressé. Surtout, encore une fois, je te dis, le tournage, c'est le moment où tu as enfin les acteurs dans les bons costumes, dans les bons décors, avec l'équipe, la bonne caméra, les bons objectifs. Avant, tu fait que de t'imaginer ce que ça allait donner. Et là, pour une fois, tu le vois pour de vrai. Tu vas au combo où tu prends la caméra et tu vois vraiment ce que tu vas faire. Tu entends les acteurs pour la première fois se répondre et tout. Donc, il y a un côté rassurant où tu te dis, ça y est, j'ai réussi. Parce qu'en fait, le risque dans un film, c'est qu'il n'existe jamais. Ce qui arrive plein de fois. T'imagines un film, moi j'ai déjà écrit des films, des courts-métrages, des machins, que je n'ai jamais tourné. Et là, tu joues dans le film et tu réalises en même temps. Donc en fait, c'est ton premier long métrage, mais tu fais les deux en même temps, quoi. Ouais, je me suis un peu chauffé pour le coup, parce que depuis Five, je l'ai pas trop refait. Je joue dans Fiasco là. C'est la première fois que je le refaisais, mais dans toutes les saisons de Family Business. Oui, tu joues dans Fiasco. Ouais. Mais on va y revenir parce que t'as un rôle en plus de réal dans Fiasco. Exactement, je joue, qui est un rôle que je me suis donné un peu parce que ça m'arrangeait, c'est-à-dire que comme c'est un réal qui fait un making-of, j'ai décidé de prendre ce rôle qui intervient assez peu, mais qui du coup me permettait d'être proche de mes acteurs, d'être parfois filmé par l'autre caméra, puisqu'on tournait à plusieurs caméras. Du coup, c'était plutôt un confort de me dire c'est moi qui le fais, comme si j'étais vraiment le gars qui est en train de réaliser ce truc-là, quoi. Tu réalises et tu joues en même temps, donc c'est ça, tu es en mode je fais les deux. Est-ce que ça complique un peu la tâche de la réalisation quand même, ou au final ça la nourrit parce que t'es encore plus dedans, parce que tu joues... Bah, c'est vrai que moi sur Five, j'avais 40 jours de tournage. J'en ai eu 20 où j'étais acteur et 20 où j'étais juste réalisateur. Ouais. Et c'est vrai que les jours où t'es pas acteur, bah, tu viens en jogging, t'as les cheveux sales... T'es pas maquillé, t'es pas lavé, tu t'en fous. Il y a une exigence de présentation quand t'es acteur qui pèse un petit peu. Et en même temps, moi, quand je suis parfois acteur sur des films que je ne réalise pas, j'adore parce que je me dis, j'ai confiance dans ce gars. Il me dit, fais ci, fais ça, je le fais. Il me dit qu'il est content et qu'il veut passer à autre chose, je le crois. Je me laisse plus aller quand je suis acteur parce qu'en fait, c'est mes moments où je me dis, bon, c'est pas moi le décisionnaire. Et tu fais confiance à la personne qui... Bah, moi, comme je le fais de manière... Qui, j'ai tourné avec Jérémy Rosan, Cash, là, récemment, avec, entre autres, Raphaël Quenard, où j'étais son espèce de bras droit dans le film. Là, moi, j'étais content. Je me dis, je viens, on me dit, mets ce truc-là, machin. Je discutais un peu de mes looks, j'avais envie d'avoir les cheveux longs, ça me faisait galerie. Jérémy, il était chaud, on a fait cette perruque, machin. Mais après, il me dit, fais ci, fais ça. Tu vois, de temps en temps, tu dis, je peux pas t'en refaire une autre. Je me dis que tu peux peut-être proposer autre chose. Oui, non, mais à la fin, c'est son projet, c'est lui qui signe. Donc, c'était reposant pour moi. Après, moi, je n'ai jamais été acteur. Premier rôle, un gros film où j'ai des gros
gros trucs à jouer, très compliqués et tout. Donc ça, je connais pas ça encore. T'avais joué dans des films avant de réaliser Five? J'avais Je joué t'ai vu dans... dans Edmond, moi. Edmond, t'es Ouais. excellent dans Edmond. Edmond, c'était après Five. Film Moi, d'ailleurs exceptionnel. hein. ouais, il est bien Edmond. le film. De Mais moi- Michalik. Exact, Alexis Michalik. C'était drôle, moi ça me faisait galerie de faire ça. Tu vois, ça me ressemblait pas vraiment. Ah ça tombe. C'est, Allez au comptoir pour récupérer votre les commande bâtards. 7. Putain, ils peuvent pas nous le rapporter, franchement. Non, ils veulent pas le rap. Allez, on se la met vais une te la- petite pause. Ouais, on se fait une petite pause. Again. Oula, regarde. Oh là là, on est bien là. On est très très bien, tu rigoles. On est au top. Je pense que ça va être très bon. C'est beau gosse? Ça, c'est beau gosse. Je comprends. Comptez. Ok, Ouais. je vais goûter quand même ça. Vas-y, Personnellement, après. c'est normal. Il faut goûter. C'est Ouais. une sorte de, je pense, de. Un falafel mais frit, tu vois. Un falafel ou un frilafel. Aucun rapport. Avec un raps. Carotte, patate douce. Le bien, c'est qu'une patate douce, ça fait pas mal. Non, c'est sûr. Et je mange très proche du micro. Bien sûr. On va Donc, faire les- un petit ASMR. Ah. Donc il y a des gens dans le train, tu vois. Là, ils vont filer au bar du train pour s'acheter un croque. Parce qu'ils se disent, putain, Ouais, on filait la dalle alors qu'un truc. complètement. Oui, un podcast à écouter évidemment dans le train, dans la voiture, dans les transports. Moi, c'est là que je consomme du podcast. T'écoutes beaucoup de podcasts? J'en écoute pas énormément, Ouais. mais j'en écoute. Ok. Et quand j'écoute, c'est en voiture, en train. Ouais. Attends, j'ai pas fini. En bus. Attends. En métro. Tu prends le métro? Attends. T'as des bruits comme ça. Ah, il était pas mal celui-là. C'est que j'ai dans le casque. Ah, tu as dans le casque. Bah oui, j'étais au top. Qui à mon avis. Après, il y a des gens qui ont la phobie des bruits de bouche. Ils vont passer un horrible moment. Ils là. vont être servis. Cet interlude. Tu sais, peut-être que ça va inciter des gens à faire une pause sur une aire d'autoroute alors qu'ils étaient fatigués, qu'ils se disaient Exactement. allez, je vais au bout, je vais au bout. On leur sauve la vie avec cet interlude culinaire où ils disent eh ben, tu sais quoi, on s'arrête, on va te casser la croûte. Et finalement, une petite sieste derrière, on repart sur des bonnes bases. Exactement. Arrêtez-vous toutes les 2 heures, les gars. Ouais. Important. Oula. Fausse route. Petit verre d'eau ici. Ici Non, même. non, pas fausse route. Épissage de la sauce. Ah ouais? Ah merde. Ok. Moi, je suis polonais, pas l'habitude forcément de ça. C'est genre de test. Arrête. Ça Quoi, devient. Non, c'est bon, c'est bon. Mais attends, vraiment, t'as mal à la table. J'aime bien la voix comme ça. Mais non. On va la faire. Ça y est, ça revient doucement, mais on a un petit moment du podcast. En- Père Fouras. Père Fouras. Ok, sponsorisé par Fort Boyard. Bien sûr. Donc on était quand même sur Five, Ouais. cette affaire. Mhm. Five. Ok, donc Five, c'est quand même un énorme succès. C'est un succès en salle ou pas? C'est un succès en salle, mais le film, il a pris de l'ampleur, notamment avec son arrivée sur Netflix. C'est un succès en salle, ça veut dire qu'il a fait combien d'entrées? Je sais pas exactement, mais 722 537. Ah, ok, d'accord, énorme. Oui, oui. On dit qu'un film qui se rapproche des 1 million d'entrées, c'est. Après, tout dépend du un budget, c'est toujours pareil. Hein. Tu fais un film à 50 millions Ouais. d'euros et il fait 1 million d'entrées, tout le monde est déçu. Donc là, en l'occurrence, pour le budget du film qui était autour de 4 millions et quelques d'euros, Ok. qui était un beau budget pour un premier film, c'était que tout le monde était content. Et d'ailleurs, combien il a coûté le court-métrage? 17 000. Un petit budget pour un court-métrage et un gros budget pour un long-métrage quand même, non? Ouais, J'ai ouais. l'impression. Après, c'est pas pareil. Hein. Tu demandes des services à tout le monde sur un court-métrage, tu payes pas les décors, tu te débrouilles sur tout. C'est quoi l'histoire du court-métrage? C'est un peu la même histoire de Five. C'est aussi des jeunes qui se retrouvent. Et c'était un embryon de ce qui existe dans Five. C'est pas une scène de Five. Non, pas du tout. Il y avait ce truc de jeunes qui deal, machin, et puis tout d'un coup, ils s'engagent avec un dealer, et finalement, le mec, ils perdent le truc, et ils doivent de l'argent, et ils flippent, et ils se disent, ok, ça y est, j'ai l'argent, je vais pouvoir aller rendre au gars. Et au moment où ils vont rendre, les autres ont appelé la police, donc on a peur que Ok. le mec se fasse arrêter, et puis finalement. 4 millions d'euros pour produire Five. C'est un gros budget ou pas? Enfin, c'est... Très bon budget pour un premier film, c'est rare d'avoir autant d'argent pour faire son premier Ok. film. Comment tu fais pour lever autant d'oseille? Bah non, mais déjà, le fait que ce soit une comédie, c'est souvent des films qui peuvent performer en salle. Bah, les gens s'appuient sur le scénario. Puis à l'époque, il y a Pierre, qui amène, avait déjà à l'époque eu un César pour Yves Saint Laurent. Donc Très bien. aussi grâce à lui, et les films du kiosque qui ont bien travaillé, et les partenaires qui nous ont suivis, quoi. Et donc Five est un succès et tout. Comment tu gères ce succès? Est-ce que on te reconnaît, on commence à te reconnaître dans la rue? Tu gagnes de l'argent? Comment ça se passe? Ouais. Tu gagnes un peu d'argent. Bah, ton premier film, c'est jamais la folie, mais tu gagnes Ouais. un peu d'argent. Genre tu dirais que... Enfin, je sais pas si tu peux dire ça, mais tu dirais que t'as gagné combien? Genre dans ta poche, toi, en tant que gars qui a fait ce film, quoi. Donc réalisateur,
Je sais pas te dire vraiment, mais je sais par exemple te dire que moi j'ai dû avoir un contrat où j'ai dû gagner 40 ou 50 000 euros pour écrire le film, mais ça m'a pris 3 ans. Alors j'ai pas travaillé tous les jours de manière assidue, mais en gros sur 3 ans c'était ça mes revenus, donc à la fin tu gagnes 15 000 balles brutes par an. Donc tu vois, t'as signé ton long, mais t'es pas non plus aux States. Et puis surtout, quand tu écris un scénario, tu gagnes généralement la moitié de l'argent arrive le premier jour de tournage. La deuxième moitié de l'argent. Donc quand t'as été payé 50 000 et que t'as écrit pendant 3 ans, en fait t'as touché 25 sur 3 ans. Donc 25 divisé par 3, ça fait concrètement 7-8 000 euros par an. Oui. Donc c'est pas dingo. Mais bon, c'était moi, j'étais encore voiturier pendant toute cette écriture. Mais du coup, j'étais hyper content, tu vois, de commencer à gagner ma vie en faisant mon métier. Et après, ouais, on te reconnaît dans la rue. Moi, c'est léger, hein, tu vois. Sur une journée basique, il y a peut-être une personne qui va me reconnaître, me dire un truc mais ou même, pas. Ça quand même, ça change des choses. Ou alors pour toi, ça n'a pas vraiment trop changé. Enfin, je sais que quand tu passes du total anonymat à on te reconnaît un peu vite fait, il y a une petite diff quand même. Je sais pas te dire vraiment, tu vois. Moi, comme je suis quand même plus réal qu'acteur, même si j'ai envie de faire des choses en tant qu'acteur et qu'à des moments, j'aimerais bien trouver le temps et les opportunités, ça m'intéresserait grave de tourner plus, parce que c'était quand même à la base mon premier désir, quoi, d'être comédien. Je sais pas exactement te dire ce que ça me fait. Ce qui est cool, c'est quand les gens te disent j'ai kiffé ton film, machin, ça, comment vous avez fait ça. Voilà. Après, bon, c'est cool quand les gens sont sympas, ce qui est 99% du temps. Et de temps en temps, t'as un relou ou une relou qui viennent te dire qu'ils ont pas aimé ton film et ils se déplacent pour venir te le dire en disant que c'est toujours un peu énervant, mais bon. Après Five, c'est l'aventure Family Business, donc la série, donc une série. Donc toi, en fait, tu fais court-métrage, long-métrage, série, donc que des trucs un peu, que des formats différents, quoi, on va dire. C'est vrai. Donc d'accord, tu t'installes pas dans un truc, quoi. Non, voilà, on va pas, la facilité. On n'est pas pantouflard, on n'est pas. Comment te vient l'idée de Family Business et comment tu te dis je vais faire une série plutôt qu'un film? Mon père a ouvert en 2007 un bagel shop qui s'appelait Will and Joy, parce que lui s'appelle William, donc c'était genre un jeu de mots, genre. On avait dit qu'il y aurait des jeux de mots. Will and Joy, bien sûr. Comme si c'était sa meuf, et en l'occurrence You Will Enjoy, qui veut dire tu vas kiffer en anglais. En langue américaine. Et donc du coup, on a ouvert ce truc-là. Moi, j'étais très investi parce qu'on kiffait ça. On est parti avec mon frère et mon père à New York, tester tous les bagels, se dire quel truc on allait faire. Et le truc marchotait, mais ça pétait pas la truc. C'était 2007, c'était il y a très longtemps en fait. Et les gens, ils captaient rien au bagel, ils disaient un bagel, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en gros, nous, on venait un bagel 5,60 parce que le pain était, le saumon était un peu, le pain était compliqué à faire, il y avait que peu de personnes. Et il y avait plein d'autres gens qui préféraient manger pour 4,50 un jambon beurre ou un truc plus identifié, qu'ils connaissent. Et donc, du coup, ça a marché, mais pas dingue. Et dans cette réflexion, je me disais, putain, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche mieux? Donc, j'ai envisagé des trucs de me dire on devrait ouvrir la nuit, faire de la livraison pour les gens qui rentrent de soirée, qui ont la dalle, parce qu'à l'époque, il n'y a pas Uber Eats, il n'y a pas Deliveroo, il n'y a pas tous ces trucs-là, donc c'était un peu galère. Et un des fantasmes que j'ai de me dire putain, s'il y avait une légalisation du cannabis, on pourrait faire des trucs genre fumer à l'herbe, machin, truc, surfer sur cette vague. Mais le truc me vient comme ça, mais j'en fais rien pendant des années, parce que c'est en 2007. Et que Family Business, on l'a écrit avec Olivier Rosenberg et Jonathan Cohen. On a travaillé sur la Bible en 2018. Tu vois. Attends, mais entre Five et Family Business, il y a combien de temps? J'ai fini de tourner Five en 2015. Il est sorti en 2016. Et j'ai tourné 3 ans après Family Business. Ouais. Ok, ça va, c'est correct. Et entre-temps, j'ai écrit un film qui s'appelle Mon Inconnu avec Hugo Gélin. Un film qu'il a réalisé lui, où il y a François Civil aussi. Et Benjamin Laverne. Et Joséphine Japy. Voilà. Entre autres. Voilà, donc je fais ces petits trucs-là, j'ai fait... Ouais. Et ça te plaît d'écrire avec un autre réal? Moi, j'adore. Ah ouais? J'adore. Bah, moi, j'adore, parce que, encore une fois, c'est pas toi qui prends toute la responsabilité du truc, tu proposes des trucs, tu dis, ouais, on pourrait faire ci, ça, et puis, à un moment, la conviction de l'autre dit, bah non, moi, j'aime pas trop, je crois que j'ai envie de faire ça, ok, bon, bah, c'est ton film, Ah ouais, t'adores, carrément. Bah, oui, c'est cool, ouais, c'est cool, t'as moins de pression sur les épaules, parce que toi, t'es un... Tu vois, tu renvoies la balle à l'autre, mais c'est lui le joueur professionnel. C'est le juif, t'as failli dire c'est le juif, quand même. Non, j'ai voulu dire c'est lui le joueur professionnel. Voilà. C'est lui le joueur professionnel. Exactement. Comédie, mais pas vraiment comédie, en fait. Comédie romantique, si, quand même. Oui, un peu comédie. Quand même comédie. Mais moins comédie que ton style à toi.
Donc en fait, je suis Différent, sûre que ouais. Après, en l'occurrence, dans le film, moi, je me suis beaucoup occupé de la relation et du binôme du personnage de François et D'accord, ok. de Benjamin, Ouais, qui sont qui quand même sont un potes. buddy, qui Ils se sont tirent très la potes, bourre ouais, et tout, et exact. qui se tapent des barres. Mais j'adore la comédie romantique, et typiquement, c'est un genre que j'aimerais beaucoup écrire un jour. Excellent. Énorme. Donc famille Je mets des business. mots, des adjectifs un peu c'est forts très pour ta important. bande-annonce. Et- Tu feras un truc un peu énorme. Putain, chambé, waouh, crispy. C'est sûr que ça va être ce moment-là. Je vais te faire dire des phrases que t'as jamais dites dans le Ouais, ouais. podcast. Bah, de toute façon, maintenant, tu peux tout faire avec l'IA. J'ai jamais enregistré ce podcast, je préfère le dire. C'est pas lui. Ok, family business. Comment on écrit une série? Comment ça se passe par rapport à un film? Quels sont Différentes. T'as une autre méthodologie. De toute façon, l'écriture, c'est toujours un peu un texte à trous. Enfin, moi, je vois ça, je me dis, où est-ce qu'on commence? Où est-ce qu'on va finir? Qu'est-ce qui se passe au milieu? Attends, ça. Ah, ça, on pourrait le truc. Ah, ça, c'est relou, machin. Après, ça t'aide. Tu vois, par exemple, pour rentrer dans le détail, Family Business, c'est écrit avec 2 turns et un cliff. Il y a des gens qui disent 3 turns. 2 3 turns et un cliff? Ça veut dire Voilà, quoi? c'est-à-dire qu'en gros, toutes les 10 minutes, tu commences à 0. À 10 minutes, il y a un turn. Un premier turn, c'est donc un tournant en anglais, toujours en langue A anglaise. turn. A turn. A turn. Ce qui veut dire que quelque chose qui influence l'histoire d'une manière où elle n'aurait pas pu continuer sans un gros virage. C'est-à-dire un personnage perd son argent au jeu, par exemple. Bon, bah, c'est un turn. C'est-à-dire sa vie après n'est pas la même qu'avant. Un personnage qui est quitté par sa femme ou par son mec, ou un peu importe. C'est un turn. C'est un truc, pas une sorte de point de non-retour, mais c'est genre un truc qui influence. Ok. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, il y en a 2 par épisode. Ah ouais. Et un troisième pour ouvrir le cliff, qui est l'épisode de fin. Ok. Voilà, donc l'épisode de, par exemple, Family Business saison 1, le premier turn, c'est il rate son truc, il pense faire une application chambée, il va devant des investisseurs, il se fait envoyer bouler parce que son application est nulle. Deuxième turn, donc là il est dégoûté, il dit je vais te boucher toute ma vie, j'ai pas envie, il faut que je trouve quelque chose. Deuxième turn, il croise Clémentine Sandron qui lui dit le cannabis va être légalisé. Il dit putain ça y est, on a une nouvelle idée, il se met en place. Et le plan qu'il avait se casse la gueule quand son père, à la fin de l'épisode, lui dit je te lègue pas la boucherie, tu veux pas être bouché, je vais la vendre à quelqu'un d'autre, démerde-toi, et que du coup il se retrouve sans rien pour faire son truc, en gros. Et tu le répètes sur les épisodes, et ensuite t'as des intrigues A, des intrigues B, des intrigues C, bon voilà. Et ça, donc Family Business, tu l'écris avec Jonathan Cohen et Olivier En fait, Rosenberg. j'écris la Bible avec Jonathan Cohen et Olivier Rosenberg, et ensuite on est rejoint, Olivier et moi, par François Usan pour écrire la saison. François Usan, je l'ai rencontré, tiens, celui-là. C'est vrai Oui, il sort un film là sur. Le loup-garou, Ouais, exactement. très sympa ce mec. Très sympa, François, on l'embrasse. Grave. Ok, adorable. J'étais venue te voir sur le tournage de Family Business, je me rappelle la saison 1, j'avais adoré l'ambiance. T'es venu en saison 1, t'es venu en saison 2, je crois. Ah ouais? T'es venu à la piscine, non? Oui, ah Ouais, oui. saison, C'est- premier épisode de la saison 2. D'accord, ok, grand souvenir. Ah, mais je connais un peu le produit, quoi. Je Et, sais où je me situe dans l'histoire. Donc, tu prends plaisir à réaliser cette série? Pas du tout. Ah ouais? Non, je rigole. Non, grave, j'ai trop kiffé, quoi. Voilà, Jonathan, qui est mon pote dans la vie, mais qui est quelqu'un que je vois beaucoup quand je travaille avec lui, tu vois, plus, parce il est occupé. Et donc, c'était Chambé, Olivier, Julia Piaton, qui jouait un tout petit rôle dans... Ah bah 2 rôles, moi tu m'as fait plaisir, hein. Tu l'as... Oui, bah, et qui jouait un tout petit rôle dans Pourquoi il Five, m'a le fait court-métrage. plaisir Pourquoi il m'a fait plaisir? Parce que... Ah, je sais pas, tu vas me le dire. parce que Julia Piaton, qui joue le rôle de... Comment elle s'appelle dans la série? Or, est lesbienne. c'est vrai. Et ça me fait beaucoup plaisir. Pourquoi? Parce que je pense personnellement qu'il y a encore trop d'invisibilisation des femmes lesbiennes, des femmes queer, effectivement, dans le cinéma en général. Donc ça m'a fait... Et en plus, elle est fraîche dans la série. Donc ça fait plaisir. Voilà. Écoute, tant mieux. C'est un petit ticket que je te donne. Merci. Avec plaisir. Voilà. Mais du coup, c'est cool parce que ça servait aussi l'intrigue avec cette amourette qu'elle avait avec une gendarme. Pile au moment où il décidait de se mettre dans le trafic d'herbe. Pas forcément la meilleure idée non plus. La Juju, enfin la Or. Tu Je vais prends goûter beaucoup cette de plaisir. burrata. Vas-y, goûte cette Je t'en prie. burrata Oh là, qui est, attention, je crois, j'ai pris un grand coup de micro elle est au vraiment pas visage. mal. Elle est bien, ouais? Elle est très très bonne, tout en asperge comme ça. Ouais, elle est Moi, aspergée, je ouais. prends une petite patate, perso. Hein, voilà. Il faut se faire Alors plaisir. ça, en ASMR, qu'est-ce que ça va donner pour les gens? Ça va peut-être être autre. Plus visqueux. Absolument. Hop, Oh là, un et bruit ça, de couteau. attention, ça c'est bruit de couteau. Attention à pas vous blesser quand même. Un très beau bruit de couteau. Merci. Ça croustille. Là, on est au petit déjeuner. Hein. C'est la cracotte des parents. C'est la cracotte. C'est la biscotte des parents. Toi, tu manges ton bol de céréales.
Le daron, il est là-dessus. Ouais. Pourquoi les darons ne mangent pas de Je sais pas, céréales, tu c'est vois pas? Peut-être parce qu'ils n'ont pas grandi avec des céréales. C'est un Ça a peu dû nous, la comme- génération... Kellogg, ça doit faire longtemps quand même. Ils ont pas du tout adhéré à ce délire. Toi, t'es plutôt quel Kellogg's, tu vois? Ouais. Je te pose la question à toi, mais Ouais. pour parler de moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison. Alors, elle n'existe plus, Mhm. mais c'était les Chocos. Chocos, excellent. Bah, meilleur Choco, que c'est un peu Chocapic. pour faire le puriste, parce que c'est quand même des chocs à pic. Alors, pas vraiment. Oui, mais quand même Elle pas mal. fondait beaucoup plus que les Chocapic Plus mal, ouais. et plus chocolaté. Il y avait... Dans ma tête, ça s'appelle des Wheaties, mais quand je cherche sur Internet, c'est pas ça. Espèce de céréales avec une espèce de pellicule de sucre glace dessus. Alors- Et dedans, des fruits rouges, un peu de la framboise fourrée. C'était Ah Fuego. non, bah non, c'est pas celui-là. Ça fait 2 fois que je dis Fuego dans ouais, le podcast. Fuego, pourquoi Fais gaffe pas. quand même, fais gaffe. Je l'ai pas, j'ai pas ça. Je suis pas Pour très moi, c'est fruit, Wheaties. Wheatos. c'est- Peut-être, mais c'est... Non, ça, tu penses aux Cheerios? Non, les Wheatos, ça existe aussi. Un espèce de yeuve avec des lunettes. Les Wheatos. Alors que Cheerios, non, une abeille avec des trous dans les céréales. Ah non, ça c'est Miel Pops, l'abeille, non? Cheerios aussi, il y a une abeille? Ouais, petite tête, tu me Les gars, mettez-vous Peut-être une d'accord guêpe. s'il y a toujours le même insecte sur toutes les Ok, boîtes, donc ça t'es va être un compliqué. connaisseur des céréales, ça fait plaisir. Très Bah bien. moi, le gros king, quand tu vas faire, parce que moi je fais toujours un peu attention à ce que je mange, puisque j'ai tendance à prendre du poids, quand je sais que je vais faire un gros écart, ça part souvent en céréales. Ah, ok, d'accord. L'épicier de Full 2h du matin où ça part en full lait Ouais. rouge. Donc du coup, le Bien pas sûr. écrémé du tout, le Ouais, entier. Avec une belle boîte de céréales, ça peut partir, Ok, ça ok. peut être une très belle soirée. Euh, Non mais voilà, que les gens sachent qu'ils sont Ouais. pas seuls. c'est important. Si de temps en temps ils partent à l'épicerie à 1h du matin pour aller acheter du lait rouge et Enfin du lait rouge. Il est blanc, hein, mais c'est le bouchon qui est rouge. Ouais, ouais, bien sûr. Et des Krusli ou Chocapic, Coco Pops. Ils ont changé, ça s'appelait Choco Pops. Puis un Coco jour ils ont Pops. dit allez on le vire. Mais pourquoi C'est Coco Pops. Ouais, c'est chelou. Alors que non ça reste le chocolat et non pas la noix de coco. C'est J'ai l'impression que c'est eux qui sont un peu coucou surtout. Un peu foufou. très très bizarre. Très C'est bizarre. fou ce truc. vrai. Pourquoi ils ont changé? Je Bon. sais pas, faut faire une enquête. Non, En tout cas, on ne la fera pas. on ne la fera jamais. Bon, là, tout le monde kiffe, c'est un succès de ouf. Là, j'imagine que tu kiffes la réception qu'il y a sur Netflix en plus. Ouais, grave, tu kiffes. Et après, mais en même temps, oui, tu kiffes. Mais en même temps, la série, moi j'ai fait un truc un peu particulier sur cette série, que j'ai refait sur Fiasco, mais que là j'essaie de faire différemment sur ma prochaine série, c'est que j'ai réalisé tous les épisodes moi-même. Et en fait, du coup, la série, comme l'idée qu'on s'en fait, c'est que c'est un truc qui revient de manière annuelle, genre t'as une saison 1, t'as une saison 2 qui arrive à peu près un an. Du coup, en fait, moi, j'ai écrit la saison 1 de Family Business avec mes auteurs. J'ai préparé, donc préparation pour les gens qui savent pas, c'est trouver les décors, trouver les acteurs, parler des costumes, parler des cascades, comment on va filmer ci, avec quelle caméra, quoi. La prod, quoi. La prépa. Ensuite, t'as le tournage. Et ensuite, tu as la post-production. Donc, tu as le montage, mais tu as aussi le mixage, le montage son, tu as plein d'étapes, les effets spéciaux, tous ces trucs-là, jusqu'au générique. Et en fait, du coup, moi, je me suis retrouvé, tu finis le tournage de la saison 1, tu es en début de post-production, donc tu es en montage, mais tu commences à écrire ta saison 2. Parce que si jamais tu as une saison 2, il faut pas se mettre à l'écrire quand Netflix te dit c'est bon, il y a une saison 2. C'est-à-dire que tu es payé déjà pour écrire la saison d'après. Comme ça, si ça sort et que ça marche, un mois après, ils te disent ouais, t'as une saison 2. D'accord. Donc ok. déjà, faut Ah, déjà ça se être passe prêt. Comme ça, ok, Voilà. d'accord. Donc du coup, tu es en post-prod, tu es en écriture, ensuite tu prépares, tu tournes, et quand tu es en post-prod de la 2, tu commences déjà à écrire la 3. Donc en fait, c'est quand même une petite machine à laver, où oui, genre, ça quand s'arrête je suis pas. rentré dedans en 2019 avec Family Business, je suis sorti quasiment en 2022, j'avais fait que taffer non-stop pendant 3 ans. Sur Genre Family Business. J'ai dû prendre, honnêtement, des 3 jours sans parler de ça, en coupant totalement, ça m'est pas arrivé. Putain, ah oui. Mais je me rappelle un peu de cette époque où t'étais en mode je ne prends pas de vacances du tout. Vite fait pendant l'été, pendant le mois d'août, mais pas non Je plus suis en mode nul un peu en vacances, moi. Je suis pas très bon pour partir en Ouais, vacances. mais là particulièrement pendant cette période, je pense. Possiblement. Parce que tu faisais que ça, quoi. Que tu faisais que family, quoi. Ouais, puis c'est flippant parce qu'en fait, une fois que tu fais une série, comme les acteurs ont des agendas compliqués, tu les sécurises sur une période. Donc tu dis, ok, Ouais. janvier, février, Jonathan Cohen, Julia Piaton, Olivier Rosenberg, Gérard Darmon, Liliane Rover sont dispo pour faire la saison. Donc en fait, tu peux pas dire, j'ai 2 mois de retard, en fait, on va décaler et tout, parce Bah que oui. ça se trouve, eux, ils partent sur autre chose, après machin, etc.
D'accord. Voilà. Énorme. Voilà un peu le truc qui fait que du coup, ça te donne un tempo, la série, vu qu'en plus, les gens ont envie d'avoir chaque année une nouvelle saison. Que déjà, t'attends 1 an entre 2 saisons, c'est long, tu vois. Donc, t'as pas envie que ce soit plus. Et donc, du coup, ça exige ce rythme de travail. Donc, c'était en même temps, évidemment, une super surprise que ça marche et qu'on nous commande cette saison 2. Et en même temps, beaucoup de travail pour... notamment aussi parce que j'étais le seul à réaliser. Et que du coup, j'étais un peu au four, au moulin. Et... comment on trouverait une dernière... voilà. Ou ça d'autres, ouais, d'accord. Au ok, four, au moulin, et peut-être même dans les champs à récolter le blé quelque part. Le blé, à le cueillir nous-mêmes. Voilà. Très bien. Et ça fait beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et genre, il y avait un moment où t'en avais un peu marre ou... Pas marre, parce que... Ça marche. Ça marche, c'est une chance, t'as le retour des gens quand même, tu vois, c'est très cool. Mais c'est du taf, quoi. C'est du taf, et puis... T'en as pas marre, mais il y a des moments où t'as envie de faire autre chose. Moi, j'ai grave glandé avant ça, je te le disais tout à l'heure. À un moment, t'as plus jamais une journée où tu fous rien, tu traînes dans ta... Tu vois, c'est relou, quoi. Okay. C'est cool, vous faites aussi ça. Comment... Enfin, tu t'installes beaucoup plus pendant la saison 2. Comment ça se passe une saison 2, en fait, par rapport à une saison 1 c'est un peu plus facile, une saison 2. C'est un peu plus facile, parce que déjà, tes acteurs sont castés, ils commencent à connaître le personnage, ils finissent par le connaître in fine mieux que toi, parce qu'ils se disent « moi, j'ai l'impression, machin ». Plus facile, une saison 2. Là, j'ai fait une saison 1, ouais, je me suis craqué la mâchoire. Tu te craques la mâchoire, ouais, c'est... Ça va très vite. Là, la saison 1 de Fiasco, qui est en fait une mini-série, donc qui n'aura qu'une saison, théoriquement, mais du coup, c'est les plus durs, parce qu'il faut caster tout le monde, la manière de filmer dans Fiasco, elle est particulière, donc il faut élaborer cette grammaire de tournage. Si j'arrivais sur une saison 2 aujourd'hui, j'ai déjà plein de choses que je sais ce qui marche moins, comment je vais faire. Family Business, j'imagine, enfin, c'est un souvenir particulier pour toi. Enfin, quoi, c'est comme des enfants, en fait, tes créations, tu dirais ? Ouais, des bébés, je sais pas, tu les laisses partir, puis après ils grandissent pas, j'espère. Je sais pas, je suis pas père encore, donc si ça m'arrive un jour, je te dirai si ça y ressemble. Je crois pas. Je pense que c'est un truc que t'as fait, qui continue à vivre sans toi, mais que tu peux plus changer vraiment aussi. Il y a une espèce de truc qui est toujours un peu flippant dans le truc, c'est qu'à un moment, faut rendre la copie et se dire que ça c'est fini, parce qu'en fait, tu vois, que ce soit le scénario ou le montage, c'est un truc que tu pourrais, si tu voulais, passer 100 ans à écrire le même film, à le peaufiner, à changer de truc, et pareil, le montage, tu pourrais... Ouais, c'est un truc, ça se finit pas, ça s'abandonne en mode genre, bon, ça y est. Et entre Family Business et Fiasco, il se passe combien de temps ? Pas longtemps. Pas longtemps. J'ai fini la saison 3 de Family Business, je crois, en août 2021. Et j'ai recommencé vraiment à écrire Fiasco en septembre. D'accord, ah ouais. Ah septembre 2021, ouais. T'es parti vite fait à la campagne et t'es revenu. Et on a tourné. Et après, effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que maintenant je produis. Donc, à côté de l'écriture de mes propres projets, je lis les projets des autres, je fais des retours. On essaie, tu vois. Donc là, tu produis le projet de ta sœur ? Je prenais le projet de Tania, un film d'Ali Mariar, son prochain. Super. Voilà, on développe des choses avec plein de gens. D'accord. Putain, génial. On est content. Ça fait pas très longtemps que tu fais ça, en fait, que tu produis pour d'autres. Ça fait... on a fait notre premier film, nous, vraiment, l'été dernier. Enfin, en octobre, là, tu vois. C'est un film que j'ai coécrit avec mon père et Karine Prévost, que Hervé Mimran a réalisé, avec Gérard Darmon et Didier Bourdon et Chantal Lobby. Super. Hervé Mimran, c'est celui qui réalisait les films avec Géraldine Nakache ? Tout à fait. Absolument. Absolument. Il a fait d'autres films en solo, lui ? Il a fait Un homme pressé dans lequel je jouais, j'ai eu la chance de jouer avec Lucini et Leïla. Ouais. Ok. Et avec le recul, là, aujourd'hui, je vais pas te dire tu préfères être acteur ou réalisateur, ça veut rien dire, mais tu prends toujours du plaisir à être acteur. Bon, tu prends beaucoup de plaisir à être réal et producteur, mais est-ce que tu te dis, voilà, j'ai une ambition vraiment de devenir acteur en mode sérieux, tu vois Ouais, c'est une bonne question. J'adore l'acting. J'aimerais bien continuer à explorer ce truc-là, parce que c'est un autre métier pour moi. Et effectivement, quand t'es en réalisation, dans le cœur du truc, t'as quand même que des merdes qui t'arrivent quand t'es acteur. Évidemment, tu te mets en danger toi. C'est ton instrument de musique que tu utilises. C'est plus charnel, c'est plus... Comment dire, je sais pas comment dire, mais tu te mets vraiment en danger aussi. Mais effectivement, ça dépend des projets. Moi, j'ai fait des films où j'ai un second rôle, par exemple dans Cash. J'ai quelques scènes, machin. Moi, j'ai kiffé. Je suis là. Je dirais pas que je suis en vacances, mais c'est détente pour moi. Oui, Après, encore une fois, je t'ai dit, j'ai jamais fait le premier rôle ou même un second rôle très dur à jouer avec des trucs. Bon, voilà. Mais oui, j'aimerais bien. Okay. Mais aujourd'hui, si tu me demandes mon vrai métier de ce que je fais, j'écris et je réalise avant tout. Et tu le fais très bien.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est ça qui est mon vrai métier. T'as une vraie image assez unique dans le paysage ciné français. Beaucoup chez les jeunes aussi, surtout chez les jeunes, je dirais. Igor Gottesman, vraiment, je trouve que les jeunes, ils connaissent tous, ils adorent, ils kiffent, quoi. Je pense qu'ils vont trop kiffer là, la nouvelle série. Ils sont un peu comme des oufs. Je vois même les commentaires sous les posts Netflix et tout, c'est un peu la folie. T'es un peu unique, même en tant que réal, quoi, je trouve, dans le paysage, quoi. C'est pas une question. C'est pas à moi de le dire, c'est très gentil de me le dire. Si c'est ce que tu penses. Je pense. En tout cas, moi, je suis content de voir qu'il y a des jeunes qui nous ont rejoints aussi dans nos délires, en découvrant Five sur Netflix ou ailleurs. Family Business aussi. Ouais. Et là, Fiasco, on espère que ça leur plaira, les jeunes comme les moins jeunes. Ouais, mais je pense que, franchement, honnêtement, et je suis un peu dure et tout en spectatrice, j'ai trop kiffé. Okay, bon, donc ça va être une guerre, je pense. Allons voir ce qui se passe. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on a là, il y a des gens qui essayent de rentrer dans la salle, là je le vois. Là on est chassés, on va finir dans les cuisines du restaurant. Non, franchement, c'était un plaisir de te recevoir dans ce podcast, c'était un kiff énorme. Merci de m'accueillir, de m'avoir accueilli. Ouais, alors un accueil pas ouf, mais avec le cœur. Si, franchement, l'accueil était bien. C'est plus la fin. Ouais. Bon accueil, mauvaise continuation de soirée. C'est bien parce qu'en fait, je suis pas content d'avoir fini parce que c'était pas kiffant à faire. Ouais. Je suis content d'avoir fini parce qu'on va pouvoir partir de cet endroit où il fait 4000 degrés. C'est un peu un endroit hyper rassera. C'est très rassera. C'est un sous-sol en fait. Ouais. Mais on s'est bien... Tout simplement. On s'est restauré, franchement c'était top. Super. Merci ma vie. Merci Julia. Je t'aime et je te souhaite beaucoup de succès et beaucoup de succès pour Fiasco. JTM. Love. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Merci à Loreana, qui est la meilleure vidéaste du monde, qui sait tout faire et qui est trop forte. Merci à Rodrigue d'avoir produit et composé la musique. Merci à Zachary Elia pour cette cover iconique du podcast. Merci à Tom pour cette miniature complètement nimp, inspi youtubeur, alors que je ne suis pas youtubeuse, peut-être que je vais devenir youtubeuse, je ne sais pas. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.